Bonsoir à toutes et à tous, et merci d'être là aussi nombreux pour le 4e Meetup Paris NLP. Donc Meetup qui a lieu tous les 2 mois pour ceux qui sont ici pour la première fois. Du coup, tout d'abord, merci beaucoup à 42 qui nous héberge. Du coup, qui dans la salle est élève à 42, juste pour avoir une petite idée? Ok, une bonne partie. Donc juste un petit mot sur les organisateurs. Donc moi, je suis Antoine Ducéo, cofondateur de Doctrine. Il y a Jean-Marc qui n'est pas ici, de Proxem. Amine, qui devrait arriver incessamment sous peu, de MFG Labs. Et donc Thomas de Proxem également. Et ancien speaker du dernier Meetup. Donc bon, si vous voulez tweeter ou partager sur les réseaux sociaux, le hashtag c'est ParisNLP. On a un compte Twitter ParisNLP. Vous avez toutes les infos sur le Meetup, les speakers. Et vous pourrez aussi retrouver donc, les vidéos de l'event, ainsi que les slides et les vidéos des events derniers. Et pareil sur le blog nlp.paris, l'URL la plus courte du monde. Donc, ce soir, on a 3 speakers de renom. Donc, tout d'abord, Paul Renvoisé, qui est aussi de la Mafia 42. Puis Christophe Zelros, donc 2 speakers qui vont nous présenter ce qu'ils ont fait sur le dataset Quora de questions. Et enfin, François de Proxem, qui parlera de tous les défis deep learning au sein de Proxem. Donc sans plus attendre, je laisse Paul pour sa presse. Vous pouvez applaudir. Pas encore. Par contre, merci pour la photo, elle a 4 ans. Du coup, j'ai pas mal changé. Ah, c'est pas moi qui fais la slide. Non. Non. C'est ça. Est-ce qu'il y a un live stream? Bonne question. Est-ce qu'il y a un live stream? Bon. Alors je vais vérifier auprès de l'école s'il y a un live stream. Je reviens. Il y a un live stream sur live.42.fr. Voilà. Ok. Bonsoir à tous. Donc pour commencer, je voulais d'abord dire merci aux organisateurs du Meetup NLP de me permettre de discuter ici ce soir. Donc moi, c'est Paul Renvoisé. Je suis cofondateur et lead R&D chez Ricast AI. Donc avant Ricast, je suis passé à 42. Moi aussi, j'étais assis à votre place pour regarder des confs. Et aujourd'hui, mon gros rôle chez Ricast, c'est en gros de leader une équipe d'ingénieurs et data scientists pour travailler sur les problématiques actuelles des bots et de réfléchir et d'implémenter des nouvelles solutions, des nouveaux algos, des nouvelles technologies pour les incorporer dans l'écosystème des bots. Et donc du coup, aujourd'hui, je vais vous parler de text clustering, donc un sujet qu'on a abordé les dernières semaines. Mais avant ça, je vais parler un peu de Ricast pour mettre un peu de contexte sur pourquoi est-ce qu'on s'est mis à creuser le text clustering et surtout le clustering de phrases. Alors, Ricast, c'est une plateforme collaborative de création de bots. Et d'un point de vue NLP, on propose tout un pipeline de justement compréhension et de gestion de conversation pour pouvoir automatiser des interactions textuelles et même vocales. Donc par exemple, si on prend la phrase « Oh, bon, bah tant pis, il n'y aura pas d'animation ». Si on prend la phrase « J'aimerais manger des sushis ce soir », concrètement, on va être capable de détecter des informations qui vont être intéressantes pour pouvoir automatiser ce processing. Dans un deuxième temps, on va pouvoir vous enrichir ces informations pour que vous, en tant que développeur, en tant qu'utilisateur de Ricast, vous puissiez simplement traiter des phrases, des informations plutôt non structurées. Dans un troisième temps, on va aussi détecter des intentions, donc typiquement classifier des phrases dans des classes prédéfinies. Donc on est sur de la classif de texte pur et dur. Et une fois qu'on a ces informations-là, on est capable de construire un contexte qui va se dérouler sur toute la conversation pour définir quelle va être la prochaine réponse qu'on va avoir besoin de donner. Alors on a fait plein de trucs pour que ça soit simple à utiliser. On détecte une trentaine d'entités de base, on gère des petits datasets, mais il reste le problème que si
vous voulez utiliser Recast pour votre use case client ou votre use case perso, on va avoir besoin d'un dataset pour détecter des entités spécifiques à votre cas. On va aussi avoir besoin d'un dataset pour détecter les intentions que vos utilisateurs peuvent exprimer. On va avoir aussi besoin d'exemples pour gérer la conversation, pour modéliser, ok, une fois que j'ai ces informations-là, à tel instant, je passe à l'étape suivante, qui est celle-là, etc. Et enfin, potentiellement, on aura besoin d'informations et d'expressions, de phrases, on va dire, pour pouvoir répondre à vos utilisateurs et exprimer, ok, bah, dans ce cas-là, voilà l'information qu'il me faut. Je parle un peu vite d'ailleurs. Et donc du coup, parti de ce constat, du constat que sur 4 étapes sur 5, on avait besoin d'informations et potentiellement de beaucoup d'informations, on a réfléchi à des solutions pour faire décaler en gros toute la charge de travail de votre côté vers nous. Donc la première idée qu'on a eue, c'était très bien, on part d'exemples de phrases, on en génère qui ressemblent, qu'on est capable de considérer comme ayant le même sens. Et à partir de là, c'est beaucoup plus simple de créer un dataset. Et ce dont je vais parler ce soir, et du coup la deuxième idée qu'on a eue, c'est très bien, pas besoin de classifier vos informations, pas besoin de nous dire que la phrase 1 correspond à l'intent A, à l'intention l'intention véhiculée par l'expression. Donnez-nous toutes vos phrases, et nous, automatiquement, on va pouvoir les classifier, enfin les clusteriser plutôt, et définir des intentions à partir de ça. Ok. Mais concrètement, qu'est-ce que c'est que le clustering ? Donc dans mon talk, je vais présenter les grandes lignes d'un pipeline de clustering. D'abord, je vais définir qu'est-ce que c'est que le clustering, et quels sont en gros les prérequis qu'on va avoir pour en faire. Ensuite, je vais parler aussi de pré-processing, puisqu'on est sur du texte, on va avoir potentiellement du bruit, on va avoir des choses à faire. Aussi, je vais parler de vectorisation, pour pouvoir transformer nos données dans des choses qu'on peut manipuler. Et dans un dernier temps, je parlerai aussi de visualisation. Ok, donc le clustering, l'idée, ça va être de rassembler des documents non annotés dans des groupes similaires. Et on va les rassembler de façon à faire que tous les documents qui appartiennent à un cluster, à un groupe, soient similaires entre eux, et que chacun de ces clusters, chacun de ces groupes, diffère par rapport à tous les autres groupes qu'on a construits. Ok, donc si on prend ce dataset en 2D, par exemple, donc des points, imaginons que c'est des phrases, on peut déjà imaginer avoir plusieurs clusterisations possibles. On peut avoir un cluster en bas et un cluster en haut, 4 clusters en tout, un seul grand cluster, et un peu toutes les combinaisons que vous pouvez imaginer. Donc en fait, on peut imaginer le clustering de texte ou de phrases comme étant de la classification, mais non supervisée. Où l'idée, ça va être justement de définir quelles sont les classes, quels sont les groupes d'informations qui se cachent dans nos données, sans les savoir à l'avance. Et donc pour faire ça, je suis vraiment déçu, je m'étais tué sur les animes. Et donc pour faire ça, on va avoir besoin de 3 prérequis principaux. Le premier, ça va être d'avoir une mesure de la proximité de 2 points. Pour définir si 2 documents sont similaires, si 2 documents sont proches, on va avoir besoin d'avoir une métrique. Donc on peut avoir une métrique de similarité en disant plus les documents sont proches, plus la similarité va être haute, plus cette mesure va être haute, plus les documents vont être proches. Ou alors une distance, et auquel cas, plus cette distance est petite, plus nos documents sont similaires. Dans un deuxième temps, on va avoir besoin d'un critère de validation qui va nous permettre de définir si à un instant T, on est à la séparation, au clustering, au partitionnement de nos data le plus optimal. Et donc, ce critère de validation, il peut s'appliquer à plusieurs endroits. On peut définir qu'on a des approches maximales, enfin, on a des clusters optimaux. Si tous nos clusters sont, on va dire, cohérents d'un point de vue interne, ou alors s'ils sont bien séparés d'un point de vue externe. Après, il y a aussi des approches hybrides, des approches statistiques, mais en gros, voilà les principales. Et le dernier point, c'est qu'on va avoir besoin d'un algorithme. Un algorithme pour optimiser ce critère. Et donc moi, je vais parler de K-means, agglomerative clustering et DB-scan dans la prochaine partie, pour voir un peu comment est-ce que ça se passe. Ok. Donc là, vous avez un dataset. Je pense que ceux qui ont déjà fait du clustering, ils voient complètement à quoi ça ressemble. Enfin,
ils savent d'où ça vient. Mais il n'y a vraiment pas mieux que ça. Et donc sur ce dataset en 2D, on voit assez facilement qu'il y a des clusters naturels qui existent. Et ce que je vous propose, c'est qu'on aille directement dans K-means pour voir que c'est pas forcément ce à quoi on s'attend. Et c'est pas forcément ce à quoi on s'attend pour une simple et bonne raison, c'est que K-means, la façon dont il va fonctionner, c'est qu'il va placer K points dans vos datasets, donc K étant le nombre de clusters que vous voulez en sortie. Et il va essayer de maximiser la similarité avec le centre de chacun des clusters et de maximiser la dissimilarité entre tous les centres de tous vos clusters. Et donc du coup, ça part d'une hypothèse assez, là dans ce cas-là, erronée, qui est qu'on va avoir des clusters qui vont être de forme sphérique ou globulaire. Alors le premier désavantage de K-means, c'est qu'il faut donner le nombre de cas, et donc du coup vous avez potentiellement besoin de faire du processing avant pour définir quel va être le nombre de clusters que je veux en sortie. Mais les avantages, c'est que c'est super rapide, ça scale super bien, et c'est assez intuitif à comprendre. Donc du coup, moi je l'utilise souvent en premier ralgo, juste pour voir ce que ça peut donner, quoi. Et un autre point que j'ai fait oublier, c'est que là on se rend compte que chacun des points fait partie d'un cluster. Et on voit que c'est pas forcément bénéfique puisque on devrait avoir un peu de bruit qui doit être pris en compte. Next, agglomerative clustering. C'est une approche qui va se baser, qu'on appelle hiérarchique. En gros, ça va commencer par définir un point par cluster. Et ensuite, le but, ça va être de l'émerger pour arriver à un seul grand cluster. Et donc du coup, ce qui va se passer, c'est que ça va construire un arbre de toutes les possibilités possibles, tous les clusters qui vont se merger, qui vont se séparer, etc. Et donc ça permet d'avoir une visualisation qui peut être assez logique. Vous vous retrouvez avec un arbre que vous pouvez définir. Et l'avantage de ça, c'est que vous n'avez pas besoin de donner de cas, donc pas besoin de donner le nombre de clusters que vous voulez en sortie. Sauf que vous allez quand même devoir définir à quel endroit il faut couper votre arbre pour avoir votre nombre de clusters finaux. Et donc on voit que comme pour le K-means, c'est pas forcément exactement ce qu'on a, mais par contre ici ça suit pas mal la donnée. Et le deuxième désavantage, c'est que chaque point fait partie d'un cluster. Et ensuite ça peut être pas mal lourd parce que faut construire cet arbre en fait. Next, c'est DBScan. DBScan, je l'aime beaucoup parce qu'il part de l'intuition que nos clusters vont être des zones denses entourées de zones moins denses. Et donc du coup, pour ça, on va avoir besoin de définir quelle va être la densité d'une zone. Et concrètement, ce qu'il va faire, c'est qu'autour de chaque point, il va dessiner un cercle, si on reste en 2D, et il va compter le nombre de points qui apparaissent à l'intérieur. Et derrière, après, son but, ça va être de trouver des zones continues de denses pour les merger entre elles. Donc ça s'apparente un peu à du agglomerative clustering ou du clustering hiérarchique. Mais vu qu'on a cette détection de zones denses juste avant, on voit que tous les points noirs là, ils appartiennent à aucun cluster. Et donc ça c'est plutôt un avantage. Vous n'avez pas besoin de donner de cas, donc ça va plutôt suivre un peu vos données. Bon là on voit qu'il se fail là aussi. Et par contre, le paramètre tuning et définir quelle va être la bonne densité, quelle va être la bonne distance entre deux points à merger, etc. Ça peut être un peu chiant. Ok, donc on a vu 3 algos. K-means, partitionnement. Tous nos points font partie d'un cluster. C'est cool si on veut faire du clustering sur des news. Par exemple, chaque news a un sujet, ou sur des papiers scientifiques ou autre chose. Agglomerative clustering, c'est bien si on sait qu'il y a une information hiérarchique à retenir de notre data. Et DBScan, si vous avez des données bruitées, c'est pas mal. C'est assez chiant de trouver votre bonne densité. Mais voilà, 3 approches assez différentes. Ok. Un truc dont je veux parler, c'est un truc spécifique. Oh, je suis désolé. C'est un truc assez spécifique au clustering de texte. C'est l'opposition thématique versus sémantique. Là où le thématique va chercher à regrouper des phrases ou des documents ou des paragraphes par thème. Donc, par exemple, on aura un truc sur ce qui est relatif au mot de passe et ce qui est relatif aux identifiants. Le clustering sémantique, lui, va s'intéresser au sens
à qu'est-ce qui est véhiculé quand on lit ce document. Et donc du coup, potentiellement, on aurait plus des clusters, c'est très schématique, hein, sur modification d'informations et la perte d'informations. Préprocessing. Bon, on le voit pas, mais en gros, bon, je pense que c'est assez straightforward. Tokenisation. L'idée, c'est de pouvoir travailler juste avec des mots. Ensuite, lemmatisation ou stemming pour enlever un peu toutes les inflexions, cleaner votre donnée, se retrouver avec des choses un peu plus, un peu plus processables. Et derrière, peut-être enlever les stop words. Après, si on est sur des phrases, pas forcément les enlever parce que ça peut véhiculer vachement d'informations. Mais voilà, c'est super compréhensible, je pense. Ok, donc on est sur des phrases et derrière, on s'attend à avoir des vecteurs, à manipuler des nombres, tout simplement, pour faire notre clustering. Et donc du coup, ce qui est vachement utilisé, c'est un TF-IDF. L'avantage du TF-IDF, c'est que la fréquence d'apparition d'un mot dans le document va être pondérée par sa fréquence d'apparition dans tous les documents. Et donc du coup, tous les mots qui n'ont pas d'importance sémantique, type le, la, les, des, etc., ils vont avoir des valeurs... ils vont pas avoir un poids suffisant pour participer au clustering, à la prise en compte en tout cas de ces informations. Et quand on va vectoriser notre phrase, on va se retrouver avec un vecteur qui va avoir une dimension énorme. Parce que si on clusterise, je sais pas, 30 000 documents, on aura potentiellement un vocabulaire de 5 000 mots différents. Et donc on se retrouve dans une dimension de 5 000. Et donc ça peut être problématique. L'autre problème, c'est que ça va ignorer l'ordre des mots, parce qu'on se retrouve dans une construction en bag of words. Et sur des phrases courtes, ça peut être important de garder ces informations-là. Et enfin, c'est sparse, puisque votre vecteur qui représente votre phrase, il va faire la tête de votre vocabulaire. Et là où vous aurez des informations, c'est sur les mots qui apparaissent dans votre phrase. Et donc du coup, on se retrouve à zéro. Alors pour contrer ça, il y a des approches. Par exemple, on peut utiliser des vecteurs de mots, des word embeddings, faire juste un average, et ça vous donne à peu près ce qui se dit dans la phrase. Donc additionnez chacun des vecteurs de mots de votre phrase, et en sortie, vous avez un vecteur de phrase un peu plus dense, en dimension un peu plus basse, mais qui toujours va pas avoir l'ordre des mots. Et pour contrer ça, le manque d'ordre dans les mots, dans notre représentation, il y a les paragraphes vectors, qui sont un peu une surcouche de Word2Vec ou des vecteurs de mots. Et ce qui va se passer, c'est que là où les vecteurs de mots vont apprendre à prédire un mot étant donné son contexte, on va rajouter un vecteur de paragraphe qui va contenir toutes les informations qui nous manquent pour prédire ce mot-là. Et donc l'avantage, c'est que on se retrouve toujours avec une représentation dense. Donc pour faire le calcul, c'est plutôt cool. On a des dimensions un peu plus basses. On ne se retrouve pas à avoir nos vecteurs de 5000. Et on va prendre en compte l'ordre des mots. Ok, la prochaine étape, c'est on se retrouve potentiellement avec des vecteurs dimension, je sais pas, 300, 5000, si vous avez utilisé TF-IDF ou des embeddings. Et l'idée, c'est qu'on va avoir besoin de les plotter, de les afficher, comme les scatterplots que je vous ai montés juste avant. Et pour ça, on va avoir besoin de descendre à 2 ou 3 dimensions, suivant ce que vous voulez. Et donc, il y a plusieurs techniques qui existent. PCA, Principal Component Analysis, TSNE, lui, il est trop long et trop compliqué. Et LargeVis, qui vont vous permettre de réduire vos dimensions dans quelque chose d'un peu plus processable. D'un peu plus processable et d'un peu plus visuel pour que derrière on puisse l'afficher. L'avantage de LargeVis sur TSNE, c'est que c'est une version un peu plus optimisée. On va faire plus d'approximations sur notre data en haute dimension et sa représentation en basse dimension. TSNE, c'est énormément utilisé, du coup, c'est un peu valeur sûre, quoi. Un peu un K-means sur la réduction de dimensions. Mais du coup, pourquoi réduire les dimensions ? Déjà, pour plotter les datas, voir qu'est-ce qui se passe dedans. Et aussi parce que trop de dimensions tue la dimension. Si vous
retrouver à manipuler des vecteurs de dimension 5000. Vous aurez énormément de calculs à faire. Et à un moment, plus il y a de dimensions, plus il faut de données pour représenter toutes ces informations-là. Et donc, plus il faut de données, plus il y aura de dimensions, etc., etc. Bon, je vais aller assez vite. Je pense que Matplotlib, vous connaissez peut-être tous pour afficher vos datas. L'API est complète mais complexe. Donc du coup, on peut rajouter des surcouches type Seaborn ou ggplot qui vous font quelque chose d'un peu plus beau et d'un peu plus simple à utiliser. Bokeh, qui va vous l'afficher directement dans le navigateur. Et du coup, vous allez pouvoir profiter du JS, avoir plein d'informations en plus. Par exemple, si vous passez votre souris sur votre point, vous pourrez voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc c'est plutôt cool. Et le dernier, Projector de TensorFlow. C'est plus une GUI online. Ça vous permet de charger vos représentations vectorielles en TSV sur le site. Et derrière, logiquement, il pourrait s'occuper de soit faire runner le TSNE ou le PCA pour réduire votre dimension à quelque chose de visible et vous l'affichez. Ça, c'est plutôt stylé. Après, il y a aussi des représentations en graphe, des représentations streamées avec le dernier truc de Facebook qui est sorti, Wisdom. Mais ça, c'est un peu les principales. Ok, donc on a vu, on load de la data, on la pré-process, bon ça on l'a pas vu, mais on peut potentiellement l'analyser, faire un histogramme de quels sont les mots qui apparaissent le plus, ceux qui apparaissent le moins, quels sont les mots qui ont le plus d'inflexion, etc. Derrière, on va vectoriser nos datasets, la réduire et l'afficher pour pouvoir faire un peu d'analyse. Quels sont les clusters naturels que je peux déjà voir. Derrière, on va pouvoir... Oh, j'ai raté ça. On va pouvoir clusteriser nos data, avoir nos clusters en sortie, et derrière, on peut les réduire et les afficher pour vérifier, ok, est-ce que ce que j'ai en sortie, c'est ce à quoi je m'attends. Ok, concrètement, le clustering, chez iCast, on l'utilise pour 3 cas, mais un peu plus en réalité. Le premier, comme je vous disais, c'est classer. On reçoit des datas, on est capable de créer des intents à partir de ça. Du coup, de créer un agent qui va savoir de quoi il doit parler. Deuxième point, c'est explorer nos données. On manipule beaucoup de choses tous les jours. Et c'est important de savoir qu'est-ce qui se trouve dans iCast, quelles sont les informations, de quoi parlent les gens en fait. Et le dernier, c'est suggérer. On va être capable d'extrapoler des informations et de suggérer des changements à quelqu'un qui est sur notre plateforme, proposer une évolution sur son travail. Après, il y en a plein d'autres dans d'autres cas. Concrètement, nous, c'est ce qu'on a. Et voilà. Merci à vous. Juste un dernier truc, on recrute. Donc si vous êtes data scientist, développeur ou quoi, et que vous arrivez à nous convaincre qu'on a besoin de vous, alors c'est potentiellement qu'on a besoin de vous. Merci. Je pense qu'on a 5 minutes pour des questions. Ça marche? Question du coup? Merci beaucoup pour la presse. Ma question, c'est au niveau des vecteurs de paragraphes. Comment est-ce qu'ils sont appris? Est-ce que c'est de manière non supervisée ou est-ce que tu as besoin de les apprendre par rapport à chaque classe et dans un contexte qui est le contexte, par exemple, de la discussion, du dialogue Ça dépend de ce que tu m'as sorti. En vrai, c'est appris de façon non supervisée, comme des vecteurs de mots. Et le truc, c'est que tu prends ton dataset de phrases, et derrière, tu as juste à définir tes paramètres, tu laisses ça tourner, ça va faire comme pour Word2Vec, donc c'est de façon non supervisée. Word2Vec, l'ordre des mots, il est pris en compte, mais est-ce que là, par exemple, tu as un dataset de phrases avec un ordre des phrases, du genre c'était une conversation? Non. Chaque phrase par ligne. Chaque phrase par ligne. Non, t'as pas de contexte sur les phrases, pardon. Désolé, Bonsoir, merci pour la presse. Rien. Tu nous as dit que tu faisais des bots. Ouais. Et on n'a pas beaucoup parlé sur la présentation. Non. Tu peux en parler un peu Oui. Dis-moi, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Comment tu fais qu'est-ce qui se passe derrière? Ouais, si on revient au début. Là. En gros, on propose ça d'un point de vue NLP. L'idée, c'est que, comme je disais, le but d'un bot, ça va être d'automatiser une tâche de texte.
de traitement de texte. Et donc, les choses qu'on va faire, ça va être de détecter des informations, des entités, pour pouvoir automatiser cette tâche. Par exemple, si là, dans le but, c'est j'aimerais manger des sushis ce soir, l'information qui va nous manquer, ça va être où est-ce que tu vas en manger. Et donc, du coup, on va avoir tout ce pipeline-là qui nous permet d'enrichir des informations pour avoir une date sous un format un peu plus utilisable en code, détecter l'intention, quelle est l'actuelle intention de l'utilisateur, et après, driver la conversation pour un but final, quoi. Ça va? Ici. Non, qu'est-ce que je raconte? Ici, pardon. J'avais la phrase, mais ici. Justement, créer ces intentions-là. Ou en proposer d'autres par rapport à des logs de conversation qu'on va recevoir. Ça sert à trouver la réponse, c'est ça? Non. C'est ça, à trouver la question. L'idée, c'est de partir d'un dataset complètement... une liste de phrases qui ne sont pas annotées. On ne dit pas cette phrase-là veut dire ça. Okay, du coup, ça veut dire que ma phrase n'était pas... Et donc l'idée, ça va être justement de détecter quels sont les groupes de phrases qui sont ensemble, qui se ressemblent sémantiquement, qui veulent dire la même chose, pour qu'en finalité, on puisse assigner un label à ces groupes de phrases-là. D'accord. Mais si vous retenez que les lemmes et que vous enlevez un peu tout, comment vous faites la différence avec j'aimerais ne pas manger des sushis? C'est le contraire, en fait. C'est le contraire. C'est ce que je disais. On va garder les lemmes, mais par contre les stop words et tous ces trucs-là, on va les garder. Après, le truc, c'est qu'il y a plusieurs techniques pour faire ça. Forcément, il y a du refinement derrière. On va créer des clusters. C'est la négation sur le verbe manger, là. Oui, c'est ça. Mais potentiellement, on se retrouverait avec un cluster qui mettrait je veux manger des sushis et je ne veux pas manger des sushis ensemble. Mais derrière, on a du refinement à faire, de la vérification. C'est pas from zero to perfect. Et comment sait-on ce qui manque? Pardon? Comment est-ce qu'on sait ce qui manque dans la première phrase, par exemple? Est-ce qu'on a modélisé un peu ou pas du tout? Est-ce qu'on a modélisé les... Je comprends pas la question. J'aimerais manger des sushis quand ce soir il manque et ça justement, ça va être la modélisation par l'utilisateur. Ça va être là où on va avoir besoin d'exemples. On va avoir besoin d'exemples pour nous expliquer, ok, voilà dans quel sens je dois aller, voilà quelles informations je dois avoir à cet moment-là de la conversation. Et c'est acquis à partir de quoi? Par réflexion, pour faire des frames, pour faire vraiment... C'est ça, typiquement c'est ça. Oui. Ouais. Ouais, d'accord. Tu reclusterises tous les combien, plus ou moins, ton dataset pour une conversation? En gros, le clustering, on l'utilise surtout pour l'input. Ça, on part de data et on génère un bot. Après, derrière, il n'y a pas de reclusterisation. On peut le faire. C'est pas en online, il n'y a pas clustering sur clustering sur clustering. Oui, bonsoir. Bravo pour la presse. Même un nom technique arrive à la comprendre. Moi, j'ai une question plus générale sur quand vous avez fondé Recast. Oui. C'était quoi votre idée dans l'écosystème où on a du WeTI, du Louis, des gros acteurs? Quelle est votre secret sauce à vous? Comment vous différenciez? Et alors, comment vous juste pour finir, pardon, comment vous arrivez à convaincre des éditeurs de bots de travailler avec vous plutôt que les autres? Alors, à la jeunesse de Recast, WeTI avait été racheté depuis 6 mois par Facebook et ne bougeait plus du tout. Donc du coup, clairement, pour nous, à ce moment-là, c'était un peu en dehors. Louis n'existait pas encore. Enfin, en tout cas, n'était pas encore release. Le bot framework de Microsoft n'existait pas encore. API.i tournait un peu au ralenti comme ils sont actuellement. Et l'idée de Recast, c'était de justement mettre un nouveau, pas challenger, mais une nouvelle approche plus simple pour des utilisateurs qui n'ont pas besoin de connaître le NLP et arriver à un résultat assez rapidement. C'est quelque chose qu'on a énormément au cœur, c'est un go-to-market. Partir d'une idée, arriver à un résultat super vite. Donc ça, c'est le premier argument pour lequel les gens peuvent nous préfèrent. Pourraient nous préférer. Le deuxième truc, c'est qu'on détecte des entités déjà de base. On a des approches différentes sur des problématiques type la gestion des langues.
Là où chez WIT et API, vous allez avoir besoin de définir 2 bots, un par langue. Chez Recast, vous pouvez en avoir un seul qui va tout gérer. On va faire ça aussi via nos intégrations. On va utiliser des services de... bon, ça c'est encore l'interne, mais on va dire de détection d'images. On va gérer de la voix. Et c'est plutôt de l'intégration sur la totalité de la pipeline. Et justement, demain, enfin le mois prochain, vous aurez via Recast toute l'intégration de je crée mon bot, je le connecte à mes channels par lesquels les messages vont transiter, je le déploie, je le monitore et je l'entraîne et il évolue. Donc voilà, principalement c'est ça. Ce que ne font pas les autres, où on va avoir WIT qui va s'occuper de tel truc, je sais pas, Smooch qui va s'occuper de la connexion, monitoring qui vont être fait par Bot Analytics, etc., etc. Merci beaucoup, Paul. On va passer à la seconde presse. Désolé. Ah oui, il y a plein de questions sinon. De Zelros. Il marche ? Allez, je vais me mettre de l'autre côté, comme on est deux. Donc bonjour à tous. Je suis Christophe, donc le cofondateur de Zelros. Je suis accompagné de Mathieu. On va vous présenter donc nos travaux de NLP. Alors, je pensais pas qu'il y aurait effectivement une Recast qui parlera avant nous. Donc, ça a été une bonne introduction. Donc, je pense que vous êtes dans le bain. Alors, nous, chez Zelros, ce qu'on fait, donc on développe une plateforme pour entreprises qui permet aux collaborateurs en fait de transformer leurs données d'entreprise, typiquement des fichiers Excel, en conversation sous forme d'assistant conversationnel. Donc l'avantage, c'est que ça permet d'accéder plus rapidement à la donnée en langage naturel. Donc, par exemple, pour un directeur financier, il va pouvoir demander où il en est de ses ventes, par exemple, plutôt que d'aller dans un dashboard ou dans un reporting au fin fond de ses emails. Et en plus, l'assistant conversationnel va pouvoir proposer des recommandations, donc par exemple avec des systèmes de scoring pour indiquer quel client rappeler en priorité, quelle facture est à risque de non-paiement, etc. Donc ça donne un état des lieux, une recommandation et ensuite on peut actionner des choses. Donc ça c'est notre challenge, donc c'est assez ambitieux. La plateforme, donc, elle se compose de connecteurs vers les données d'entreprise, de systèmes de machine learning pour faire les prédictions ou les prescriptions, de systèmes de dialogue. Donc, on va y venir. C'est sur cette brique-là qu'on va mettre le focus aujourd'hui. Et puis ensuite, une partie aussi apprentissage et amélioration continue du système. Alors, plus spécifiquement, donc ça fait appel à plein de technos, notre solution. Plus spécifiquement, là, on va aborder la partie NLP, alors même plus exactement NLU. Donc, on est plus vraiment dans la partie compréhension du langage, compréhension de texte, et plus spécifiquement donc sur des paradigmes de type chatbot, tel qu'on vient de les voir. Donc le principe, c'est que on va à partir de l'expression d'un utilisateur essayer de retrouver parmi une liste prédéfinie d'intentions, ces fameuses intents dont Paul nous a parlé, de laquelle il s'agit. Donc c'est des systèmes dits retrieval based. C'est ce qui aujourd'hui fonctionne bien pour simuler un dialogue avec un assistant conversationnel. Les systèmes génératifs fonctionnent, mais pas bien pour dans des milieux professionnels accéder à des vraies informations. Mais probablement un jour on y arrivera. Voilà, donc pour rappeler un petit peu comment ça fonctionne, donc on a une intent. Voilà, do you have invoices at risk? Et le but du jeu, ça va être de comprendre cette intention et de répondre. Alors, soit on répond bien,
Donc là, c'est le cas. Voilà, oui, tu as une facture à risque qui est celle-là. Soit on a le droit, alors ça on n'a pas le droit, ça c'est le pire cas. Soit on n'a pas compris la question, ou en fait on pense avoir compris, donc on répond à côté. Hein. Donc ça, c'est en termes de user experience, c'est horrible. Ou soit pour la même question, voilà, on avoue qu'on n'a pas compris, qu'on ne sait pas encore répondre à cette question, et là, on dit à l'utilisateur, écoute, pour l'instant, je ne sais pas, peut-être que demain, je saurai si mon papa m'apprend à le faire, mais aujourd'hui, je ne sais pas. Donc, il y a un peu voilà, différents niveaux, et évidemment, l'objectif pour nous, c'est d'avoir un maximum de cas successful. Alors c'est assez amusant, on a fait un peu d'historique, ces systèmes de compréhension sur le paradigme intent. Ça fait assez longtemps que ça existe, on a retrouvé des papiers assez anciens, ça c'est un papier qui date depuis il y a 20 ans des laboratoires AT&T, et donc l'objectif c'était quand on appelait les renseignements téléphoniques, qu'on exprimait en langage naturel sa demande. Alors il y a un système assez complexe de transformation en speech, et là il y avait ensuite un calcul pour comprendre l'intention de l'utilisateur, et ensuite orienté vers la bonne personne. Et donc, alors évidemment, c'est utiliser des techniques pas du tout les mêmes qu'aujourd'hui, avec, vous voyez, des notions ici de fragments saillants, c'est-à-dire de mots-clés avec des systèmes de pondération par poids qui permettaient de comprendre que c'était telle ou telle intention qui était soumise. Donc voilà, ça date d'il y a 20 ans. Alors c'est un éternel recommencement parce que vous avez ici voilà l'accélération là depuis 1 an ou 1 an et demi de ces paradigmes de bots. Donc on a effectivement cité les pionniers 8.ai qui étaient français d'ailleurs. Hein. Donc c'est une bonne fierté. Ils ont été rachetés par Facebook. Recast effectivement qui est arrivé. Et ensuite derrière toute une série API 1.ai rachetés par Google, Louis, Amazon, etc. Et récemment Snips qui a pivoté sur un SDK d'assistant conversationnel on-device, donc avec des propriétés de confidentialité, de privacy by design. Et Rasa également, Rasa.ai qui vient de sortir commence à sortir un framework NLP pour bot open source. Alors nous, pourquoi est-ce qu'on le développe par nous-mêmes, ce framework? D'une part, parce que c'est plus amusant à faire. En plus, ça permet de garantir à nos clients que leurs conversations partent pas de l'autre côté de l'Atlantique dès qu'ils écrivent quelque chose, ou en tout cas pas plus loin que là où ça part aujourd'hui. Donc le NLU est fait par nos soins dans la solution qu'ils ont achetée. Alors, on est très B2B, donc on a des vocabulaires assez spécifiques, financiers, construction, avec beaucoup d'acronymes. Donc, on n'est pas trop dans la conversation pour acheter des pizzas ou réserver des billets de train. Donc, ça nous demande d'avoir une main assez fine là-dessus. Et enfin, ça nous permet de gérer notre roadmap comme on le veut. On a open sourcé quelque chose qui s'appelle Bunt Understanding Testbed. Le papa de Bunt est là, Benjamin, dans la salle, qui permet de benchmarker en fait différents systèmes de NLU. Donc je vous passe l'info, vous pourrez le trouver sur notre GitHub. Et donc on a des corpus, d'ailleurs on cherche à les améliorer, des corpus en différentes langues, avec des typos, sans typos, avec différents domaines métiers. Et ça permet de tracer ce genre de graphe pour stimuler les API NLU. Voilà, je laisse la main à Mathieu qui va vous donner un petit overview de ce qu'on fait pour améliorer ce NLU qui est une brique importante pour nous. Mathieu, à toi. Bonjour. Donc il y a plusieurs parties dans le NLU. Par exemple, il y a la détection d'identité. C'est quand on dit la phrase, donc pour reprendre tout à l'heure, je vais manger des sushis ce soir. Détecter que ce soir, c'est bien la veille, et que sushi, c'est la nourriture. Et donc, il y a une autre partie qui est très importante, c'est savoir quel est le sens de la phrase, ce qu'on appelle l'intent. Est-ce que c'est un intent d'aller manger, ou est-ce que c'est un intent d'aller faire les courses? Donc du coup, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on définit les intents, et pour chaque intent, on définit différents exemples. Les exemples, on appelle ça des utérances. Donc, par exemple, on peut avoir l'intent name et l'utérance, ça sera what is your name? Ou l'intent need et what do you need? Donc ça, en fait, ça nous fait une base de données supervisée. Avec d'un côté, on a les textes
Et de l'autre, on a les labels qui sont multiclasses. Et donc, on peut faire du coup dessus directement de la classification multiclasse. Donc, ce qui marche bien pour le texte traditionnellement, c'est les n-grammes. Et il se trouve que ça marche assez bien pour les bots. On peut tout simplement faire juste un petit n-gramme sur nos textes, entraîner sur nos itérances et nos intents, et avoir comme ça un bot qui va pouvoir détecter que si jamais vous lui dites j'ai faim, je veux manger des pâtes demain, il va reconnaître le mot manger et il va faire le lien avec je veux manger les sushis ce soir, qui était la phrase exemple. Ça marche. En pratique, ça marche. Sauf que si jamais on lui met maintenant j'ai faim ce soir, faim, il ne le connaît pas. Donc du coup, il ne pourra pas fonctionner avec des mots qui sont hors du vocabulaire. Il sera limité au vocabulaire de l'ensemble d'apprentissage. Notre contrainte principale, c'est que l'ensemble d'apprentissage ici est très petit. Parce qu'on ne veut pas passer 3 jours à mettre 50, 100, 200, 1000 exemples pour un seul intent. On va en mettre 3, 4 et que ce soit fini. Donc du coup, ce petit vocabulaire fait qu'on risque de tomber souvent sur des mots en dehors. Et la dernière difficulté, c'est qu'on n'a pas de détection de fallback. Si on fait la détection multiclasse, dans tous les cas, notre modèle, à la fin, va dire c'est 1, c'est 2, c'est 3 ou c'est 4. Il ne dira jamais, je ne sais pas. Donc, une deuxième type d'approche, c'est les approches avec Word2Vec. Donc, vous avez déjà une présentation tout à l'heure de Word2Vec. Et donc, du coup, avec Word2Vec, on peut créer donc, un vecteur qui représente toute la phrase. Donc, l'approche la plus simple, c'est tout simplement de prendre tous les mots de la phrase en Word2Vec, de les moyenner, et ça nous donne un vecteur de la phrase. Et après, on peut comme ça comparer deux vecteurs de phrases, comme on compare deux vecteurs Word2Vec, donc avec une similarité cosinus. Donc du coup, ça fait que si jamais deux phrases sont identiques, elles auront une similarité cosinus de 1. Ça, en pratique, c'est assez compliqué. Ça marche pas très bien, parce que ça marche pas de moyenner vecteur Word2Vec. Mais pourtant, il y a quelque chose, c'est que Word2Vec, ça résout le problème des mots en dehors du vocabulaire, et ça, c'est quand même très important. Donc du coup, comment est-ce qu'on peut faire ? On peut faire un classifier donc, du coup, qui prend une fonction de distance. Donc là, on avait tout à l'heure la fonction Word2Vec, le moyenne Word2Vec des phrases. Après, on peut prendre du coup après un classifier, donc par exemple le plus proche voisin. Donc on dira que l'intent de la phrase, c'est l'intent de l'utérance la plus proche selon la moyenne Word2Vec. Et ça nous donne le meilleur intent. Et donc ça marche moyennement en pratique, mais ça gère le mot de vocabulaire, mais ça ne gère pas les fallbacks. Est-ce qu'on peut faire mieux ? Et donc là, la difficulté, en fait, c'est qu'on n'a pas de données. On n'a aucune donnée. Tout à l'heure, on a dit qu'on avait 4 phrases par intent, et on va dire 10 intents. Ça fait 40 phrases. C'est vraiment pas beaucoup. Donc, est-ce qu'on peut avoir des données ? Et après, avec ces données, est-ce qu'on peut apprendre la distance de fonction ? Est-ce qu'on peut prendre un meilleur algorithme ? Est-ce qu'on peut détecter les fallbacks ? Donc, pour ça, on va voir maintenant qu'est-ce qu'il y a comme... Est-ce qu'on peut faire comme dataset tiers pour faire du transfer learning ? Donc, entraîner notre modèle sur une tâche sur laquelle on a plein de données, et après réutiliser notre modèle pour notre petite tâche spécifique en réutilisant du coup l'apprentissage qu'on a fait sur la grande tâche. Donc comme dataset, alors il y a dataset donc par ordre historique QAQC, qui est un dataset de 15 000 questions, et à chaque fois on a le type d'intent en label. Est-ce que ça c'est un intent où on demande l'abréviation, la description, l'entité, est-ce que c'est un humain, la location ou la valeur numérique ? Et à chaque fois, et après, on a 50 classes plus fines. Donc ça nous permet, par exemple, d'apprendre un premier modèle supervisé. Donc ça, c'est bien parce que c'est un dataset qui est très simple à apprendre pour un modèle. Enfin, c'est très simple. C'est classique. On a un texte, on a un label. Après, on peut du coup entraîner, par exemple, des réseaux de neurones récurrents pour ça. La limite de ce dataset, c'est que la valeur Y, elle est très limitée. Entre quel est le nombre de personnes sur Terre et quel est le PIB de la France. Dans les deux cas, on veut une valeur nombre, mais c'est pas du tout la même chose. Donc, il y a un deuxième dataset qui a été publié plus tard en 2014 de mémoire, c'est le SNLI. Et là, c'est pour dire est-ce qu'une phrase contredit une autre, ou est-ce qu'une phrase précise une autre, ou est-ce que deux phrases vont en avoir.
Et donc ce dataset de 5500 phrases, c'est la référence actuellement pour tout ce qui est Natural Language Understanding. Et donc, par contre, il y a une difficulté de ce dataset, ce qu'on verra tout à l'heure, c'est qu'on a 2 phrases ici. Donc comment est-ce qu'on fait pour comparer deux phrases? Là, on peut plus du coup juste utiliser, comme on faisait avant, les n-grammes. Est-ce qu'on prend les n-phrase de la phrase 1, les n-grammes de la phrase 2, l'intersection des n-grammes? C'est pas évident. Et un dernier dataset qui a été sorti en tout début d'année, c'est le dataset Cora. Et Cora, donc vous connaissez tous Cora, c'est comme Stack Overflow, mais en général. Et donc Cora, ils ont un problème, c'est que des fois, on pose des questions qui ont déjà été posées. Par exemple, et si on pose des questions qui ont déjà été posées, bah, ça rajoute du bruit pour les lecteurs du site qui vont du coup revoir des questions qui sont déjà lues, et ça va aussi diluer le potentiel de réponse entre plein de questions. Donc ils veulent éviter ça au maximum. Mais ils veulent pas non plus limiter les questions qui sont légèrement différentes. Donc il faut qu'ils soient capables de dire est-ce que 2 questions sont vraiment les mêmes ou est-ce que 2 questions sont différentes. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé un dataset de 400 000 paires de questions et ils ont demandé après à des humains d'annoter est-ce que ces 2 questions sont similaires ou est-ce que ces 2 questions sont différentes. Et donc à la fin, on a un label qui est y égale 0 et y égale 1. Et là, ce qui est sympa, c'est que c'est exactement ce qu'on veut pour le bot. On veut savoir si jamais notre phrase est le même est synonyme de notre utérance. Synonyme, donc dans un sens, bien sûr, il faut peut-être normaliser un peu les choses, dire que ce soir, c'est pareil que demain. Mais grosso modo, on a l'objectif. Et d'ailleurs, ce dataset Cora, ils ont sorti un Kaggle en début de semaine. Donc il y a assez de succès quand même, puisqu'il y a déjà 4 centimes. Et si vous voulez y participer, vous amuser, n'hésitez pas. Je vais vous montrer du coup après des premiers modèles que vous pouvez faire si jamais vous voulez gagner ce Kaggle. Du coup, les modèles en fait, qu'on va utiliser, c'est tout ce qui est réseau de neurones. Pourquoi réseau de neurones? Parce que les réseaux de neurones, ça a une grande capacité d'apprentissage et ça permet aussi d'utiliser donc Word2Vec et c'est très souple, ce qui est bien adapté à notre cas. On n'est pas dans un cas traditionnel avec un X et un Y, puisque là on a 2 X. On va utiliser donc des réseaux siamois. Qu'est-ce que c'est un réseau siamois? C'est dire en fait on va créer un vecteur à partir de la phrase, mais ce vecteur au lieu de faire la moyenne Word2Vec, il va être appris par un réseau de neurones récurrent. Et après, on va comparer ces 2 vecteurs. Donc, comment est-ce qu'on peut faire ça? Donc, si on prend la phrase des vecteurs Word2Vec, on crée les embeddings. Après, on crée une time distributed. Et après, donc ça, time distributed, ça permet de modifier les vecteurs en fonction des vecteurs voisins. Et après, on prend le max des outputs. Et donc, du coup, le max des outputs, ça nous donne un vecteur. Un vecteur qu'on peut directement utiliser, qui nous donne un vecteur de la phrase. Donc ça, c'est un exemple très très simple de comment est-ce qu'on peut créer un embedding à partir de la phrase. Et après, avec ces embeddings, on peut par exemple calculer la similarité. Ce qui est sympa avec les réseaux siamois en plus, c'est qu'on peut utiliser les mêmes poids en haut et en bas. C'est pour ça qu'ils sont siamois, parce qu'ils sont identiques. Et ils sont liés du coup par les poids. Et pourquoi on utilise les mêmes poids? Parce qu'on a le même objectif en haut et en bas. Si on inverse la phrase 1 et la phrase 2, on devra avoir le même résultat. Si A est synonyme de B, B est synonyme de A. Comment on peut améliorer ça? La fonction de similarité, si elle n'est pas extraordinaire, c'est quelque chose à rescorer. Peut-être que peut-être que le vecteur 1, en fait, c'est important qu'il soit différent du 2. Peut-être le vecteur 1 de la phrase 1 est différent du vecteur 1 de la phrase 2, et que ça a une importance que si jamais le vecteur 2 a une importance. Donc, on peut imaginer plein de logiques compliquées. Et donc, pour ça, on va le faire que le réseau va l'apprendre. Donc, on fait nos embeddings. Après, on concatène des vecteurs. Et après, on utilise des réseaux de neurones denses, et plus denses, puis denses, puis denses, puis denses. Et donc, ça donne des performances qui sont tout à fait qui sont assez bonnes sur dataset Cora, puisqu'on a de mémoire 0,83 d'accuracy. Oui, dataset Cora, une subtilité, c'est que des fois, les labels sont faux. Donc, du coup, on peut pas espérer 100% d'accuracy. C'est les données, quoi.
Ça, c'est sympa. Mais est-ce que c'est assez? En fait, on peut faire plein de choses de plus. Il y a plein de choses qu'on peut essayer pour améliorer les réseaux de neurones. Donc, ceux qui font des réseaux de neurones sauront de quoi on parle. Et donc là, en fait, le principe de base, c'est de tester, rajouter un truc, voir comment ça marche, rajouter un truc, voir comment ça marche. C'est peut-être mieux si jamais vous comprenez pourquoi vous rajoutez les choses. Et donc ça, c'est en gros le modèle final, ça ressemble à peu près à ça. Des deux côtés, on met plein de layers, et à la fin, on met plein de layers, et ça nous donne des réseaux de neurones. Et donc ça, c'est à peu près ce qu'on peut faire de mieux avec réseau siamois. Et donc l'avantage, c'est qu'à la fin, on a un bel embedding de la phrase. Mais en fait, on peut faire mieux. On peut faire mieux parce qu'en fait, le réseau siamois, ce qu'il fait, c'est qu'il fait un embedding de la phrase 1 sans tenir compte de la phrase 2. Et crée un embedding de la phrase 2 sans tenir compte de la phrase 1. Et donc, peut-être qu'en fait, ce qui importe les embeddings, c'est l'embedding de la phrase 1. En fait, on va se concentrer sur ce mot après qu'on ait lu celui de la phrase 2. C'est comme si vous voulez comparer deux textes, vous serez beaucoup plus efficace, vous serez beaucoup plus précis si jamais vous pouvez revenir de l'un à l'autre que si vous voulez lire tout le texte 1 puis tout le texte 2. Et donc, comment est-ce qu'on peut faire ça? Donc celui-là, c'est actuellement celui qui a le meilleure performance, donc à la fois sur SLNI et sur Cora. Et donc c'est Bilateral Multiperspective Matching for Natural Language Sentences. En gros, c'est dire on fait comme on va faire passer un LSTM dans ce sens-là, puis dans l'autre, parce que tant qu'on y est, on peut le faire dans les deux sens. Et donc à chaque fois, on va regarder le vecteur de sortie de tous les mots de la phrase 1. Et ce vecteur de sortie donc, du premier mot de la phrase 1, on va le comparer au vecteur de sortie de tous les mots de la phrase 2. Et donc, du coup, c'est cette opération-là, en fait, où là, on va comparer ce vecteur-là à tout cela. Donc, on va faire passer un LSTM sur les sorties de celui-là avec la sortie de celui-là en plus. Et pareil pour celui-là. Et pareil pour celui-là. Et pareil pour celui-là. Et donc, du coup... le produit entre ce vecteur-là et tous ces vecteurs-là, ça nous donne un nouveau vecteur. Et donc, du coup, en sortie, on a des vecteurs ici un vecteur par mot de la phrase. Et ces vecteurs de la phrase 1 dépendent des vecteurs de la phrase 2. Et donc, là, notre modèle a été capable de lire la phrase 2 en ayant connaissance de la phrase 1. On peut le faire, on va faire le symétrique. On va lire la phrase 2 en regardant la phrase 1. Et après, on va agréger tout ça. Et donc, on va agréger tout ça encore avec des réseaux de neurones récurrents. Et c'est une fois qu'on a agrégé tout ça, on fait un réseau de Rance, un softmax, et on a la sortie. Donc ça, actuellement, donc si jamais vous voulez être, je pense, parmi les premiers sur Cora, il faudra le réimplémenter, par contre, parce que le code n'est pas disponible. Donc ça, c'est la partie fonction de distance. Ça, on a une belle fonction de distance. Est-ce que c'est assez? Est-ce qu'on peut faire mieux que juste dire notre phrase, c'est celle de l'itéréance la plus proche? Puisqu'on a plus... Est-ce qu'on peut faire mieux, du coup, que du plus proche voisin avec n égale 1? Et bien en fait, oui. Parce que notre fonction de distance, on peut aussi la considérer sous une forme de kernel. Donc je vais vous passer les mathématiques. Vous remercierez Jean-Philippe Vert pour ces slides très clairs. Mais en fait, notre fonction de distance, dans le cas des réseaux siamois, c'est un kernel. Et ça a toutes les propriétés du kernel. Et donc du coup, on peut utiliser un SVM. Et donc du coup, ça veut dire que si jamais on a une phrase 1, une utérance 1 et une utérance U' qui sont du même intent et qui sont très proches, et ben ils vont déplacer la fonction de la limite de séparation vers de leur côté, plus que si jamais il y a juste U. Et donc du coup, ça nous permet d'utiliser SVM, et donc peut-être d'avoir de meilleurs résultats que juste utiliser les plus proches voisins. Et enfin, la dernière partie qu'on va utiliser, c'est la détection de fallback. Donc là, on a un modèle qui marche bien, mais dans tous les cas, il répond. Si jamais on lui répond n'importe quoi, il continue à répondre. Comment est-ce qu'on peut faire pour qu'il puisse se dire « je ne sais pas ». Qu'est-ce que c'est « je ne sais pas » Je ne sais pas, c'est pour être juste qu'il y ait une probabilité faible. Mais c'est quoi une probabilité faible? Comment il se fait pour se calibrer? Est-ce qu'une probabilité de 0,3 c'est faible ou pas? Je peux pas dire comme ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un dataset externe.
Et sur cette dataset externe, on va dire, voilà, pour des phrases qui n'ont rien à voir, on arrive à des probabilités entre 0,01 et 0,09. D'accord. Donc du coup, si jamais on est à 0,10, on peut dire qu'on est au-dessus de la limite et donc qu'on n'est pas en cas de fallback. Et donc sur la dataset externe, on peut faire du coup ta classification. Notre modèle peut apprendre dessus et après faire du multiclass, dire est-ce que c'est externe, donc fallback, ou est-ce que c'est bien une de nos classes. Et donc là, on a à la fois résolu le problème de fonction de distance, puisque maintenant elle est apprise. Elle n'est plus juste faire une moyenne des vecteurs Word2Vec. On a résolu le meilleur algorithme, puisqu'on a un algorithme qui permet de mieux profiter du nombre d'itérances qu'on a. Et on peut dire maintenant fallback quand on ne sait pas. Et donc ça nous permet de faire un moteur de bot qui comprend ce qu'on lui dit quand on lui apprend des itérances. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, merci pour la présentation. Là, on a vu que l'apprentissage supervisé se faisait sur l'anglais, par exemple. Et comment est-ce qu'on fait le transfert vers une autre langue, vers le français ? La question du transfert entre langues, elle n'est pas facile. Alors, on peut faire du transfert direct. Par exemple, certains embeddings sont alignés entre les langues. Et donc, certains embeddings, le mot car et le mot voiture, auront des vecteurs proches en français et en anglais. Ça ne suffit pas forcément parce que si ça marche au niveau des embeddings mais pas au niveau de structure de la phrase. Donc ça permet pas de résoudre tout à fait le problème. Donc le mieux c'est de récupérer le dataset Cora, de le traduire à la main sur Google Translate. Bonjour, est-ce que vous pouvez revenir rapidement sur le principe de Word2Vec ? Alors, le principe de Word2Vec, c'est de faire un vecteur qui représente le mot. En gros, le principe, c'est un mot se reconnaît par les voisins qu'il a. Donc, si jamais, pour reprendre encore la même phrase, je mange des sushis ce soir, je mange des pâtes ce soir, sushi et pâtes vont s'employer exactement dans le même contexte. Et si jamais je mange des gna ce soir, vous comprendrez que le mot du milieu, c'est la nourriture. D'accord, mais pourquoi il y avait plusieurs vecteurs là, pour une même phrase ? Et donc, du coup, ça, c'est un vecteur de mots. Et donc, du coup, un mot... donc, du coup, chaque mot a son vecteur. Ah, d'accord, ok, c'est chaque mot qui a... D'accord. Et donc, du coup, après, la phrase, c'est une matrice. Okay. D'accord, ok. Merci pour la présentation. J'aurais pu poser la question à Ricast aussi juste avant. Les intents, en fait, des fois, on se demande si c'est très adapté, très bien défini, etc. Donc ma question, c'est est-ce que vous arrivez à définir des intents un peu, on va dire, soit récupérer des jeux de données en anglais qui s'appliqueraient pour ce que vous faites pour vos clients, et même d'un client à l'autre, est-ce que c'est les mêmes intents ou est-ce qu'à chaque fois, il faut les réinventer, les raffiner parce qu'il y a un domaine particulier ? Alors, je parle pour nos cas d'application qui sont très B2B, très spécifiques métiers. En général, chaque team a ses problématiques personnelles et donc va avoir ses propres intents. Donc, on a très peu de reuse d'intent d'un cas à l'autre pour nos applications. Et je crois qu'il y a un aspect collaboratif dans la plateforme et chez vous, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, non, chez Recast, je connais bien. Mais j'ai lu, non, il n'y a pas du tout. J'ai lu quelque chose que vous avez publié. Non. Non, collaboratif, parce qu'on se met sur des instant messenger d'entreprise sur lequel se fait la collaboration. Et nous, on est un nouvel acteur de la collaboration, un nouvel acteur virtuel de la collaboration. Donc, c'est...
Non. Bonsoir et merci pour la présentation. Vous avez parlé en fait du fait de faire du metric learning et d'avant ça apprendre en fait les word embedding en comparant les phrases entre elles. Est-ce qu'au final vous avez regardé ce que les word embedding appris à travers des réseaux siamois ils donnent sur des tâches de classification par exemple? Est-ce que le pouvoir, enfin la représentativité des poids qui ont été appris, est-ce qu'elle est plus performante que du word2vec, moins performante sur des tâches simples de classification? On n'a pas encore regardé ça, mais c'est sur la to-do list. Merci. Bonsoir. Moi, je me demandais si vous avez beaucoup parlé du fait de bien trouver l'intent. Une fois que vous avez le bon intent, est-ce que la réponse est forcément bonne ou est-ce que ça aussi, ça va poser des challenges? Donc, la réponse, dans notre cas, elle est prédéfinie par l'utilisateur. Donc, si ça peut être prédéfini de manière non paramétrique, donc du coup, quelles sont les factures non classées? Il n'y a qu'une seule réponse possible, c'est de regarder ce qu'il y a les factures. Elle peut aussi être paramétrique. Qu'est-ce qu'il y a sur TF1 ce soir? TF1, ici, c'est le paramètre. Et donc, du coup, il faut voir, il faut comprendre que TF1, c'est bien une chaîne de télé. Donc ça, c'est la partie détection d'entité, qui est aussi une grosse partie, mais qu'on ne peut pas tout traiter ce soir. Bonsoir, merci beaucoup pour la présentation. J'avais une question par rapport au premier slide, lorsque Christophe, tu parlais des bots retrieval. Est-ce que c'est ce que vous faites à Zelros? Oui, c'est ça, c'est retrieval, c'est-à-dire que une fois l'intention détectée, on vient servir une réponse dynamique, mais quand même attendue à l'avance. Donc c'est pas un autre réseau de neurones qui invente la réponse pour nos cas d'application. Donc c'est dit retrieval. D'accord. Et en fait, ça permet de faire ma deuxième question. C'est comment est-ce que vous faites la similarité entre la question et la réponse? Là, je vois, on a parlé de Word2Vec. Est-ce que c'est une similarité qui est encodée par un premier réseau? Est-ce que c'est une similarité à partir où vous comparez tout simplement un vecteur n-gram qui est la question par rapport à toutes les réponses? Comment cette similarité est effectuée? Ou est-ce que c'est avec un Word2Vec comme vous avez expliqué pour le Cora? C'est en fait, une fois qu'on a compris la question, la réponse, il n'y a pas d'ambiguïté, elle est paramétrée dans le système. Donc on n'a pas deux étages. Je ne sais pas si c'est ça ta question, mais c'était pas forcément. Une fois qu'on a compris la question, nous en tout cas dans notre application, le reste suit. Ok. Et donc la question est détectée à partir d'entités, c'est ça? C'est les entités qui définissent si on a compris la question. Alors les intents, ouais, les intents, ça c'est on va repérer donc l'intent et dans une question, il peut y avoir des entités. Donc est-ce que je demande le chiffre d'affaires du mois d'avril par exemple? C'est pas la même chose que de demander le chiffre d'affaires du mois de mai. Ok, merci. Dernière question du coup. Merci pour la présentation. J'avais une question concernant un chiffre que vous avez donné, à savoir 0,83 d'accuracy sur Cora. J'aimerais savoir, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, à quel niveau ça se situe dans le Kaggle, quoi. Parce que si on a un dataset où on a 80% de données, on fait une yes machine et c'est terminé. Oui, alors c'est un peu difficile d'évaluer ça. Parce que donc déjà pour comparer au Kaggle, c'est pas possible puisque Kaggle n'utilise pas la même métrique. Eux ils utilisent la log loss, ce qui est un choix assez bizarre puisque la log loss en fait est très sensible à la balance globale des 0 et des 1. Et donc si la balance globale des 0 et des 1 on se trompe dessus, mais même si on a un très bon modèle, on va avoir une mauvaise log loss. Et donc du coup on peut pas comparer 0,83 avec les performances du Kaggle. Après, est-ce que c'est une bonne performance ou pas? Ça dépend aussi. Est-ce que notre dataset donc Cora est pas pur? Il y a des labels qui sont faux parce que c'est subjectif et parce qu'il y a des erreurs. Donc du coup, on ne sait pas exactement quel est le niveau maximal qu'on peut atteindre. Et en tous les cas, le dernier modèle des
BMPM et compagnie. Celui-là a 0,89 d'accuracy. Donc c'est quand même beaucoup mieux que le réseau siamois. Ok, merci. Merci beaucoup à vous deux. Du coup, on va passer à la dernière presse de... Non. À la dernière presse de François pour finir. Je veux bien. Bonsoir. Écoutez, je suis content d'être aujourd'hui à l'école 42. Je suis informaticien. J'ai créé ma première société en sortant d'école et je l'ai montée à 25 personnes au bout de 12 ans et je l'ai revendue pour aller faire une thèse de linguistique théorique à Paris 7. Et depuis 10 ans, on développe des logiciels qui permettent de simplifier le traitement du langage. Et dans les meet-up NLP, on parle beaucoup de moteurs d'analyse. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de vous montrer ce qui se passe une fois qu'on a mis le moteur en dessous du capot, et plutôt de vous montrer la voiture. C'est-à-dire finalement quelque chose qui est utilisable par un non-data scientist, un non-informaticien. Et ça s'appelle le Proxem Software, et on vient de le sortir en bêta version. Et globalement, c'est un logiciel qui permet à un utilisateur métier d'enchaîner un certain nombre de tâches, de web mining, de text mining, de data mining, d'exploration des données pour, au final, répondre à un certain nombre de questions. Alors, imaginez que vous travaillez, mettons, chez Air Liquide, chez un industriel, vous êtes analyste, et vous vous posez des questions sur les usages nouveaux de l'oxygène. Parce qu'on est dans un monde en changement, il y a des nouvelles techniques pour fabriquer de l'oxygène, le stocker, le distribuer, peut-être des nouvelles applications et des nouveaux marchés auxquels on n'aurait pas pensé. Eh bien, avec ce logiciel-là, on va enchaîner plein d'étapes et on va voir au final, partant du vaste web où on a 1 milliard de sites, on va collecter 100 000 pages, on va identifier 100 concepts qui vont permettre de créer des milliers de corrélations, et au final, l'utilisateur métier va permettre de trouver entre 10 et 100 pépites. C'est ça que je vais vous décrire. Alors, les humains utilisent souvent Google. Si on part d'Oxygen Applications, Google va nous promettre 17 900 résultats. Je ne sais pas si vous avez déjà eu la curiosité de scroller tout en bas. Et miraculeusement, on s'arrête à 32 pages de 10 et au final, voilà, sur les 18 000 résultats, on en a 316 qui sont affichés. Bon. Alors, ça c'est un problème classique, je ne vais pas rentrer dans le détail du pourquoi. Le web mining, ça va consister à utiliser d'autres techniques pour aller chercher de l'information sur le vaste web. Alors je précise toutefois que, évidemment, si vous avez votre feuille Excel, votre répertoire avec plein de fichiers texte, vous l'importez. Sinon, on se connecte au web, on va créer un nouveau projet, on appelle démo Oxygène, et puis comme on le ferait avec un moteur de recherche classique, on va partir d'Oxygen Usages. Petite différence, quand on fait de la recherche sémantique, on va généralement préciser la langue, donc ici on va rester sur de l'anglais. Et puis là, le système va commencer à crawler le web, en utilisant différentes techniques, et on va avoir différentes itérations qui vont permettre à un utilisateur métier de choisir ce qui l'intéresse. Première itération, on a 13 000 documents. Alors là où un moteur de recherche classique va renvoyer des documents, nous en fait on préfère renvoyer des sources. Finalement on a 525 sources qui sont classées par popularité, YouTube, qui sont classifiées, YouTube vidéo, Amazon, eBay, Alibaba, e-commerce, New York Times News, Science Direct, Science. Et puis là, on va pouvoir choisir les sources qui nous intéressent en disant je prends, je ne prends pas. Par exemple, si je veux faire une étude plutôt scientifique, je vais garder plus de Science Direct, et en revanche, je vais enlever tout ce qui est commerce électronique. Et après, le système va recrawler le web, seconde itération. Et de même qu'on avait fait son sourcing, eh bien, le système va extraire la terminologie et permettre à l'utilisateur, bon là le nuage de mots c'est pour faire joli, sinon comme on peut avoir beaucoup de termes, c'est plutôt à plat, il va pouvoir faire son marché dedans, comme dans Tinder, dire je prends, je ne prends pas. Alors autour de l'oxygène, on peut regarder, par exemple, OK, dioxyde de carbone. On a les snippets, et là, je vais demander au système, prends-moi davantage de documents qui parlent de CO2, et en revanche, tout ce qui est chimie de base, ça ne m'intéresse pas, donc j'enlève tout ce qui est table périodique des éléments. Et on relance l'itération suivante,
jusqu'à obtenir suffisamment de documents. Alors, tout à l'heure, on a choisi dioxyde de carbone. Maintenant, on va peut-être dire qu'est-ce que c'est. Au niveau du web mining, on peut commencer à regrouper tout ça. Bon, bah, c'est une molécule. On peut en rajouter pour aider le système à trouver davantage de documents. On va rajouter azote. Et puis, vu qu'on veut donner une dimension un petit peu technologique à la recherche qu'on est en train de faire, on va rajouter une famille de mots-clés, technologie. Dedans, on va mettre des brevets, de l'innovation, des startups. Et le système va savoir utiliser tout ça pour faire un petit peu de force brute et récupérer de plus en plus de documents. Typiquement, sur un sujet donné, on va arriver à avoir autour de 50 à 100 000 documents dans une langue assez facilement. Dans le cas d'espèce, exactement 54 000 documents, donc plus que l'intégrale de Shakespeare, et c'est là où le text mining va être utile. Alors, un petit mot sur ce que l'on fait chez Proxem. Bon, traitement du langage est composé, comme on l'a vu tout à l'heure, de plein de tâches différentes. On s'est posé la question de quelles étaient les tâches donc, sur cet axe-là qui permettaient aujourd'hui d'avoir près de 100% de précision. Typiquement, la tokenisation, le stemming, le part of speech tagging, ça marche très très bien. Mais est-ce que ça crée de la valeur pour l'utilisateur final ? Pas trop, quoi. On est en bas de l'échelle en termes de valeur perçue. Plus on est en haut, plus, d'une façon absolument subjective, on crée de la valeur. Et idéalement, il faut être dans le cadran en haut à droite. Et si on regarde bien aujourd'hui ce qui sert dans l'industrie tous les jours, il y a forcément la correction d'orthographe, la reconnaissance optique de caractères, la traduction automatique, c'est pas loin de passer dans le cadran complètement utilisable. Et chez Proxem, on a travaillé ces 10 dernières années pour faire que la reconnaissance d'entités nommées, la classification et l'analyse d'opinion, qui est un petit peu un mix entre les deux, soient poussées à un niveau utilisable. Donc avec évidemment du machine learning, du deep learning. Mais tout ça, encore une fois, c'est un petit peu sous le capot dans ce que je vais vous présenter ce soir. Bon, avec les word embeddings, on va redécouvrir l'essence de Schtroumpf en contexte, c'est bien connu. Mes collègues Jean-Marc Marty et Thomas Perret ont présenté dans d'autres meet-up NLP précédents ce qu'on met en œuvre, donc des skipgrammes, typiquement autour de la transformation des mots qu'on a en gigacorpus, en transformation en vecteur. On va avoir des bonnes propriétés pour regrouper, mettons, des fruits, des couleurs, des opérateurs telco, et potentiellement des problèmes qu'on va avoir de l'ambiguïté lexicale, des homonymes. On a rajouté par-dessus des algorithmes de type adagramme qui justement permettent de prendre en compte ces difficultés et d'avoir différents sens, mettons, d'orange qui sont correctement séparés. Bon, le text mining, quand je l'explique, disons, simplement, je dis que ça revient ni plus ni moins qu'à donner des coups de stabilo-boss sur un énoncé. Et la grande difficulté, c'est évidemment de faire en sorte que ces coups de stabilo-boss soient pertinents par rapport au corpus. Et dans la vraie vie, la question c'est est-ce que j'utilise un annotateur prêt à l'emploi, mais qui généralement va donner des performances piètres quand il est appliqué sur un corpus différent de celui qui a servi à l'entraînement, ou est-ce que je redéveloppe moi-même mon annotateur ad hoc, et généralement ça prend du temps. Et donc ce qu'on prétend faire avec ce type d'outil, c'est de faire du sur-mesure au prix du prêt-à-porter, c'est très marketing. Donc dans le cas d'espèces, on va chercher à reconnaître des molécules, oxygène, dioxyde de carbone, mettons des universités. Tout ça par rapport à une organisation du monde. Après, on peut appeler ça une taxonomie, un thésaurus, un lexique, éventuellement une ontologie. Et au final, on vient transformer un document en un petit paquet de data, ce qui permet de basculer après dans un monde de data mining classique, avec, évidemment, plein de problèmes d'ambiguïté. On en a identifié une quinzaine, des problèmes de linguistique. L'ambiguïté lexicale en faisant partie. Est-ce que plante, c'est une plante au sens biologique, ou est-ce que c'est factory, une usine en anglais? Alors, c'est pas qu'un problème d'universitaire. Dans ce corpus, donc, il parle des usages nouveaux de l'oxygène, on part d'un terme simple comme bar. Ça va être en premier, évidemment, une unité de pression. Mais on peut avoir des dimensions légales dans le corpus, donc ça peut être le barreau. Bon, là, celui-là, on ne le trouve pas, le meuble, bar. Par métonymie, c'est également l'endroit où on va boire un café ou une bière. Et c'est là que ça se gâte, parce que des bars, on en a plein. De nos jours, on a des bars à ongles, on a des bars à chat. Et venant d'Asie, maintenant, on a des bars à oxygène.
On va dans la piscine, on met le casque sur la tête et on se shoot à de l'oxygène enrichi, on ressort tout pompette. Bon, ça oxyde les neurones aussi. Et dans ce corpus, on avait 90% d'essence qui en gros était ce sens de pression atmosphérique et néanmoins 10% d'essence qui était lié aux barres à oxygène. Donc c'est intéressant de séparer les deux. Et vous voyez, finalement, en traitement du langage, on va essayer d'avoir une bonne précision et un bon rappel. Le fait de séparer les différents sens, donc de traiter les homonymes, ça augmente la précision. Reste le gros problème d'arriver à trouver, de même que on l'a vu tout à l'heure avec les chatbots dans les deux présentations précédentes, un maximum de synonymes, de quasi-synonymes et de paraphrases de façon à être couvrant et augmenter le rappel. C'est là où le Proxem Software intervient. Alors, 3 parties. Ça, c'est la taxonomie qu'on va essayer de construire. Ça, c'est le corpus, 54 000 documents. Alors, on retrouve les termes qu'on avait amorcés au niveau web mining, technologie, molécules. On peut cliquer sur dioxyde de carbone, ça permet de filtrer le corpus. Par exemple, à ce stade, alors l'idée en fait, c'est de dire que l'humain doit rester complètement maître du dispositif. On peut tout faire à la main, sans trop voir qu'il y a de deep learning. Par exemple, carbone dioxyde, ok, ça nous permet d'identifier 10 000 documents, et puis je peux rajouter CO2. Et à partir du moment où je le rajoute, j'augmente le rappel, je passe à 14 000 documents, en identifiant des documents où il y a effectivement CO2. Bon, ok, on a 54 000 documents. Si on regarde la terminologie, on a 23 445 termes. Oxygène, air, gaz, air, water, process. Si on s'intéresse aux expressions multimots qui généralement portent un petit peu plus de sémantique, on en a quand même encore 5000. Alors vous voyez, carbone dioxyde a une petite coche parce qu'on l'a déjà retenu au niveau des concepts. On peut venir en rajouter, par exemple monoxyde de carbone. Je le drag and drop. Hop, et j'enrichis la facette des molécules. Et puis, si on doit faire ça à la main, on en a pour des semaines de travail. Donc c'est là où deep learning, magie. Et on va appliquer donc des word embeddings, des adagrammes, plein d'algorithmes qui vont permettre de proposer automatiquement à l'utilisateur plein de clusters prêts à l'emploi, avec une vision où on va aller du plus général au plus spécifique. Alors typiquement, ok, il y en a un qui est annoté en complications neurologiques, et puis on a 7292 autres termes. Et puis on va pouvoir déployer l'arborescence, maladie artérielle occlusive, en zoom, hypertension pulmonaire, et au fur et à mesure, on va aller vers des choses de plus en plus spécifiques. Là, par exemple, celui-là, bon, il est pas mal, les problèmes de respiration chronique. Et dans ce cluster-là, on va retrouver une maladie bien connue, la chronique obstructive pulmonary disease. Donc, chacun de ces clusters va être associé à un certain nombre de termes qui sont eux-mêmes comptés par rapport au corpus. Donc, ça permet de voir, finalement, qu'est-ce qui est important. Et le jour où j'ai compris que nos systèmes marchaient bien, c'est quand j'ai vu que, sans aucune règle, disons, de surface, le système mettait ensemble chronique obstructive pulmonary disease et son acronyme COPD, d'une façon complètement transparente. Voilà, et donc là, à ce stade, on a un excellent rappel parce qu'on a plein de synonymes. Et ça, hop, on le prend, on en crée un concept, et ça fait maladie pulmonaire. Bon, etc., etc. Pour vous donner quelques exemples de ce que, dans la vraie vie, le système sort, sur ces 54 000 documents, où est-ce qu'on parle d'oxygène ? Dans les missions spatiales, c'est un petit peu utile. Également donc, dans tout ce qui est pilote de chasse, également dans les avions civils, le masque à oxygène tombe. Marché grand public, la plongée sous-marine. L'oxygène, c'est également un petit peu utile dans les sous-marins. Également pour les sports extrêmes, pour monter en haut de l'Everest, etc. Et alors, on en revient, disons, des problématiques un petit peu scientifiques qu'on voulait mener dans cette étude. À un moment donné, il y a un cluster qui est des structures électroniques, de la conduction électronique, des structures cristallines microporeuses, des éolites, et on arrive à un moment donné sur des MOF. Les MOF étant des métals organiques framework. Bon. On va voir à quoi ça sert. Voilà, donc on arrive très rapidement, et je pense que je connais bien le marché des outils de text mining, je pense qu'on a aujourd'hui, en France et dans le monde, l'outil le plus rapide qui permet à un utilisateur métier de faire vraiment son marché pour créer son analyseur ad hoc. Ensuite, tout ça, ça va venir annoter les documents, et on va ensuite permettre de les explorer
Alors, là, on est dans un moteur de recherche classique, mais on a des facettes en plus. On peut filtrer sur Startup. Et là, on retient les 600 documents sur les 54 000. Alors là, c'est juste pour vous donner quelques cas d'usage. C'est bien, disons, de faire du text mining, mais après, il faut quand même pouvoir naviguer dans tout ça et en tirer des enseignements. Les molécules, on en a extrait plein. Quelles sont les molécules sur lesquelles les startups travaillent ? Ce dont on s'est rendu compte rapidement, c'est que lire même 600 documents, ça prend du temps, donc il faut faire de la data visualisation, il faut taper dans le nerf optique. Ok, donc là on a une idée facile. Quelles sont les sources, finalement, où on parle de start-up ? Les news, les blogs. Comme on a une information à deux niveaux, c'est bien adapté à une représentation en trimap. On parle majoritairement des start-up sur TechCrunch, Wired, Forbes, normal, mais aussi sur les blogs. On a évidemment, toujours autour des filtrages, un vocabulaire spécifique, donc on peut faire des tags cloud avec différentes stratégies de calcul. Et comme on avait également dans les extractions d'entités nommées défini un type qui est les types de combustion, les types de production possibles, on peut venir également afficher le comptage des entités elles-mêmes. Et ça permet à un utilisateur métier de venir creuser des points, par exemple. Zeolite, vous vous souvenez, MOF, les structures microporeuses. Peut-être qu'il y a des choses intéressantes à creuser dessus. Donc, Startup avec Zeolite, on se retrouve avec 18 documents. Alors, pour le coup, c'est pas beaucoup, donc on va prendre un petit peu de recul. On enlève Startup, on va garder Zeolite tout seul. Alors là, pour le coup, on a beaucoup de documents, 1400, donc on peut peut-être refiltrer ça sur les publications scientifiques. Et là, on arrive sur 55 documents, ce qui est pas mal pour commencer à se poser des questions. Et même chose, comme on a transformé du texte en data, on peut peut-être utiliser d'autres types de visualisation, par exemple des calculs de surreprésentation. Et ici, on va venir mettre en regard les techniques de production qu'on a identifiées avec les molécules et comment ça se lit. Plus c'est rouge, plus c'est le sujet dont on parle. Ce qui permet d'identifier, par exemple, que combustion et carbone monoxyde, il y a une surreprésentation très forte, 3 documents. Et si on va aller chercher l'un de ces documents, c'est là qu'on, de temps en temps, trouve des vraies bonnes surprises. Alors, pour la petite histoire, ça c'est une vraie étude qu'on a faite pour Air Liquide, pour ne pas les citer, qui leur a permis d'identifier un article de recherche fondamentale qui était assez peu connu, qui montre comment est-ce qu'on peut venir réextraire de l'oxygène à partir du CO2. Oui, sur le plan écolo, c'est intéressant. Là, le text mining, ça permet d'avoir un monde meilleur aussi. Pas seulement de faire tourner des moteurs d'analyse. Et au final, ils ont lancé un challenge à l'échelle mondiale qui a été remporté par une équipe de Paris 8. Et là, ils vont mettre 1,5 million sur la table pour industrialiser un processus qui permet de récupérer de l'oxygène à partir du CO2. Alors, tout ça, ça marche aujourd'hui dans les principales langues européennes, mais également en chinois, en russe. On a développé des extensions techniques de Mikolov pour avoir des word embeddings alignés sur plusieurs langues. Et alors ça marche pas encore complètement. On n'est pas loin d'avoir la capacité, on l'aura d'ici quelques mois, à amorcer complètement une étude dans une langue donnée, qu'on parle, qu'on comprend, et après, par un coup de baguette magique, de se projeter vers une autre langue avec une très bonne qualité, disons, de franchissement de barrières de langue. Bon, et ça veut vraiment dire technologie. Voilà, alors tout ça aujourd'hui on l'applique d'une façon agnostique, on n'a pas voulu se spécialiser, c'est un long débat qu'on a eu chez Proxem, est-ce qu'on se spécialise par exemple dans la relation client ? On n'a pas voulu, on a voulu rester généraliste. Aujourd'hui nos solutions sont utilisées par nos clients en connaissance client, là l'idée c'est de savoir quelles sont les attentes des consommateurs pour les transformer en produits et services mieux adaptés, pour augmenter les ventes, pour améliorer la qualité, anticiper du risque, identifier des tendances sociétales. En ressources humaines pour fluidifier le recrutement. On a été le cœur il y a quelques années du nouveau moteur de recherche de l'APEC. Voilà, donc concrètement, ça permet de retrouver de l'emploi, de mieux recruter. On fait également l'analyse des baromètres sociaux, de faire de la veille stratégique et également de faire plein d'autres choses. Et ce qui nous intéresse, c'est d'identifier des nouveaux usages. Par exemple, certaines organisations répondent à des appels d'offres complexes qui font 5000, 6000 pages. Sur 100 documents. Rien que de savoir qui doit lire quoi, ça prend une semaine. Là, on peut imaginer automatiser complètement le process. Ou dans le monde de la finance, pour par exemple calculer de l'exposition au risque, automatiquement en allant chercher des notices de type ISDA ou autre.
Voilà, donc c'est un petit peu ça qui nous intéresse, c'est de trouver toujours plus d'usages. Et on a lancé donc ce mois-ci, au salon Big Data il y a 2 semaines et à Londres la semaine dernière, le Proxem Software en bêta version. Voilà. Des questions ? Du coup, j'ai une question. Pour transférer d'une langue à une autre, vous avez des datasets. Pour faire, c'est quoi? C'est à partir de word embedding qui sont appris sur une langue, sur des phrases alignées. Est-ce que Effectivement, on utilise des corpus alignés, donc tous les classiques, un Parlement européen, un Parlement canadien et d'autres types de ressources alignées qu'on peut trouver. Et à partir de ça, effectivement, on co-apprend des embeddings. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que ça ne donne pas forcément de la traduction. Si on part, mettons, de nourriture en français, en gros, on va récupérer steak frites. Et quand on se projette à travers la barrière des langues en espagnol, on va récupérer paella et zarzuela. Bonsoir, merci. J'ai oublié mes questions. Oui. D'un point de vue plus produit, en fait, vous avez construit énormément de features qui ont l'air toutes aussi performantes les unes que les autres. Mais le client, est-ce qu'il n'y en a pas quelques-unes qu'il préfère? Et au final, quelles sont les features les plus utilisées parmi toutes celles que vous avez? Alors, la partie centrale, la partie qui permet de définir ses propres analyseurs, on vient tout juste de la faire sortir en bêta version et on commence seulement à avoir des premiers clients qui sont quand même les plus capables de mettre les mains dans le cambouis, qui commencent à l'utiliser. Et on est en train de regarder justement à travers des ateliers d'ergonomie comment est-ce qu'ils s'en servent, qu'est-ce qui a l'air simple, qu'est-ce qui a l'air compliqué. Donc pour l'instant, on n'a pas de recul dessus. Ce que nos clients ont utilisé classiquement, c'est plutôt la dernière partie qui permet d'explorer et les verbatims et les datas sous-jacentes. Et je n'ai pas montré les parties les plus opérationnelles sous forme de tableau de bord, qui au final restent quand même les plus simples à utiliser. Et la partie web mining, ça a été utilisé dans une version précédente. Et on se rend compte qu'on peut rendre autonome un utilisateur complètement pour faire ses propres recherches. Merci. Du coup, je rebondis rapidement. Vous parliez d'ateliers d'ergonomie. Comment est-ce que pratiquement vous organisez ça? Alors, c'est un métier. Il y a les interfaces que notre équipe de R&D a faites au début, qui étaient un petit peu plus arides. C'est pas faire une insulte de dire ça. Voilà, donc je faisais les mêmes interfaces. On a appelé un cabinet spécialisé dans tout ce qui est ergonomie et design, qui s'appelle DataVise, avec qui on avait déjà travaillé dans le cadre d'un projet client, et qui nous a redynamité nos fonctionnalités. Déjà, ils ont une capacité à comprendre très rapidement ce qu'on faisait alors que c'était quand même assez complexe. Ils ont redynamité tout ça et ça nous a aidé à produire ces interfaces-là qui sont quand même relativement intuitives. Je dis bien relativement. Oui ? Là, c'était des screenshots et je voulais savoir combien de temps ça prend. Typiquement, je vous demande les documents qui parlent d'Oxygène, combien de temps ça prend pour me les afficher. Et aussi, s'il y a un nouveau brevet qui parle d'Oxygène qui vient d'être posté, combien de temps vous prenez pour me l'afficher? Ok. Alors effectivement, ça c'est deux questions bien distinctes. Aujourd'hui, la première phase de web mining que j'ai montrée, en interactif, elle va prendre quelques heures de travail. Mais on n'a pas encore les documents, on a les URL. Et donc après, il faut vraiment crawler les URL, les scraper, reconnaître les zones intéressantes, suivre éventuellement les liens. Ça, actuellement, avec notre infrastructure modeste, ça prend quelques heures à quelques jours. Et ensuite, le calcul, disons, de la partie text mining, aujourd'hui, on a précalculé énormément de choses sur Gigacorpus, et on réapplique ça. Et ça se fait quasiment en temps réel. Disons, c'est quelques minutes. On va boire un café, on revient et le calcul est fait. Voilà. Et pardon, oui, la seconde question ensuite, c'est comment est-ce qu'on fait pour maintenir tout ça à jour? Alors, dans ce que j'ai montré, on n'a pas un système de veille temps réel.
On cherche à collecter le plus grand nombre de documents sur le web, indépendamment de la date, pour avoir du volume et pour pouvoir apprendre dessus. Une fois que ça c'est fait, on peut envisager de basculer dans un système de veille dans lequel, en temps réel ou chaque jour, on va requêter le web autour des documents qui ont ces thématiques-là. Mais ça, c'est d'autres types de techniques qui sont utilisées encore, hein. Autant le traitement du langage, il y a une forme un petit peu élégante de maths, de réseau de neurones, etc. Autant crawler le web, ça reste quand même un truc, c'est de la plomberie, on met les mains dedans, enfin on la ressort toute sale, quoi. C'est donc d'autres types de techniques qu'on met également en œuvre. Merci. Oui, donc on voit qu'il y a pas mal on peut explorer les corpus assez facilement au niveau du mot et des expressions multimots. Est-ce qu'on peut aller au-delà un petit peu? Est-ce qu'on peut regarder au niveau plus de la phrase, compréhension un petit peu des phrases, éventuellement s'appuyer sur les anaphores, etc. Alors, oui, effectivement, comment on passe du NLP au NLU? Bon, pour la petite histoire, quand j'ai commencé ma thèse, moi j'arrivais avec mes gros sabots d'informaticien qui avait réussi plein de refontes de systèmes d'information. De façon très prétentieuse, j'avais dit en 3 ans, je vous résous tous vos problèmes. Bon, 10 ans après, j'admets que j'ai résolu un peu problème sur 15 peut-être, hein. Et encore, chez Proxem, nous sommes 25 personnes, hein, les grandes aventures, ça se fait en équipe, hein. On est une super équipe de R&D, on est des super informaticiens, des super linguistes. C'est pour ça que j'ai passé la slide où j'ai dit, ok, ces dernières années, on s'est vraiment focalisé sur 3 tâches, l'extraction d'entités nommées, la classification et entre les deux, l'analyse d'opinion. En 2017, on a 3 chantiers importants pour nous. Le premier, c'est la résolution d'anaphores. Donc la résolution d'anaphores, pour ceux qui n'ont pas fait de linguistique, c'est quand on dit dans un verbatim de consommateur, j'ai demandé au vendeur si le produit était vraiment aussi bon, il m'a dit qu'il était bon, à qui réfèrent les pronoms il, m', il, etc. Alors vous voyez, quand on résout les anaphores, on transforme le il m'a dit qu'il était bon en le vendeur m'a dit que le vendeur a dit à moi que le produit était bon. Et on augmente énormément la capacité de faire simplement de l'extraction d'informations. Le deuxième chantier, c'est le traitement des documents longs. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on a surtout traité des documents relativement courts. Un tweet, un avis de consommateur sur une page, un CV. Mais dans les métiers où le document est roi, les assurances, les banques, tout ce qui est process, enfin ouais, les machines échangent des datas, mais nous humains on échange des mots et parfois on écrit des choses très très longues. On se rend compte qu'il faut des traitements vraiment spécifiques. Typiquement, quand on reçoit un PDF de 80 pages, il faut faire de l'OCR. Après, il faut enlever les bas de page, les hauts de page, reconstituer la structure logique. Et au final, un document long, ça revient à une arborescence logique. Au bout de chaque nœud, on a des documents courts. Et le troisième chantier, c'est les chatbots. Alors ça, c'est les chantiers 2017. On a des ambitions très importantes à un horizon de 3-4 ans, qui est de vraiment faire du Natural Language Understanding, avec comme objectif d'arriver à transformer un énoncé en un graphe conceptuel d'unité lexicale désambiguïsée, qui permettent en plus d'avoir des références, mettons, sur du linking open data. Et la linguistique ne suffit pas toujours. Si un jour on veut vraiment avoir des chatbots de bonne qualité, il faudra en plus plugger un moteur d'inférence. Et le moteur d'inférence, sur quoi est-ce qu'il aura appris? Quelle sera son axiomatique? Quels seront les faits connus? Aujourd'hui, on est quand même également sur des limites dures. Mais c'est ça l'horizon qu'on se fixe d'ici quelques années. C'est de prendre un document et d'arriver à sortir un graphe conceptuel. Merci, ça me permet juste de poser une petite question à côté. Est-ce que vous faites un petit peu de liaison des entités? Oui. En fait, oui, ça ne s'est pas forcément, ça ne s'est même pas du tout vu là. On a travaillé ces dernières années sur 2 branches d'une façon relativement indépendante. On est en train de les fusionner. La première branche, le pari et le parti pris, c'était de dire on va utiliser 0 ressources structurées. On prend du gigacorpus en entrée, on apprend des word embeddings dessus et d'autres phénomènes de langue, des n-grammes, etc. Mais on utilise 0 Wikipédia, 0 Wikidata, etc. Et on a une autre branche où, au contraire, on a beaucoup investi sur le fait de décortiquer les pages Wikipédia. Notamment, on a fait des articles en conférence de recherche sur comment apprendre à partir des catégories, du graphe de catégorie Wikipédia.
Comment faire des données liées. Aujourd'hui, on n'est plus sur du Wikidata que sur du Freebase ou du DBpedia. Et là, on a une branche qui est riche en connaissances. Et on est en train de fusionner les deux. Et ça permettra, par exemple, sur les clusters qu'on a vus, d'avoir un nommage qui est non seulement lié au terme le plus représentatif, mais d'avoir également un typage fort. Et chaque fois qu'une entrée, Wikipédia existera, d'avoir vraiment une liaison de la data dessus. Alors j'ai également dans le passé beaucoup travaillé sur WordNet, pour ceux qui connaissent, avec des phases d'enthousiasme et de déception qui ont alterné. Mais néanmoins, je trouve que la Wikipédia est une bonne ossature pour les connaissances du monde et WordNet est une bonne ossature pour le lexique du monde. Et ce sera réintégré dans le futur, notamment pour améliorer tout ce qui est NLU. Voilà, donc nous recrutons également. Merci beaucoup François, je crois que les pizzas arrivent par ailleurs. Et du coup j'en profite pour remercier Proxem et François pour les pizzas. Et donc par ailleurs, on a Yetienne. You want to say a few words about an event? And I'm sorry I have to speak in English. I'd like to tell you about two conferences that might be interesting to you. Can I use the internet? Or not? Or not? I'll say, so my name is Yetian. I'm a postdoc in linguistics in PySet. Yeah, so sorry. Okay, so I'll tell you about these two conferences, SemDial and SIGDial. SemDial is Semantics and Pragmatics in Dialogue. It's a more linguistics-oriented conference on formal and experimental research in dialogue, and SIGDial is a special interest group in discourse and dialogue, which is a special interest group under ACL, Association of Computational Linguistics. And this year, these two conferences are going to be held in parallel in Saarbrücken in Germany in August. And so like I said, SemDial is more linguistically oriented, whereas SIGDial is more kind of a forum for research in dialogue systems, both speech dialogue systems and chatbots, as well as corpus resources. So maybe you would like to check them out. So either as an individual, if you have interesting research you like to present, you may like to submit a paper to one of these two conferences. The deadline is, I think, beginning of May. Or if you are a company, you have the opportunity to sponsor one of the conferences because they are in parallel. You will have the company logo on both website of SIGDial and SemDial, and you will be able to, for example, you'll be able to put a poster in the conference. You'll be able to potentially in the business session give a presentation about your conference and to tell everyone about what you're doing and attract keen and fresh talents in the field of computational linguistics and NLP. And I'd like to say that this is really an international platform and a platform that's well established. So both of these conferences are annual conferences, but for SemDial, it's the 21st conference, and for SIGDial, it's the 18th. So it's been going on for 2 decades. And last year we had papers from all continents apart from Antarctica. And we also have very strong sponsors. As you can see this year, we already have Microsoft and Amazon. Last year we had Microsoft, Amazon, Intel, EF, among others. My name, I'm the program chair of SemDial
So if you'd like to present a paper or sponsor the conference or just attend the conference, I encourage you to check them out. And I will put the link in a comment to this wonderful meetup after the meetup. Thank you very much. Thank you. Et pour finir, quelques mots. Bonsoir à tous. Donc moi c'est Guillaume et je suis étudiant à 42. Donc avec quelques amis ici présents, en fait, on vient de créer une association sur l'intelligence artificielle qui s'appelle 42 AI. Donc on fait notre soirée de lancement vendredi à 19h. Donc je vous invite à nous rejoindre. Et si vous voulez plus d'infos prochainement, en fait, allez sur notre site, c'est 42ai.fr et suivez-nous sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup et à bientôt. Merci. Donc merci à toutes et à tous. Je crois qu'il y a des pizzas quelque part. Alors, je sais pas trop où encore. Et donc encore merci à Proxem pour les pizzas. Voilà.